Étienne Drapeau, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va super bien, merci. Tout d'abord, merci à toi de nous accueillir dans ton studio. Bien, ça me fait tellement plaisir. Bienvenue chez nous. Là, vous êtes vraiment carrément dans mon bureau, dans mon petit studio de répétition. C'est ici que je pratique avec ma guitare, mon piano. C'est ici que j'écris aussi beaucoup mes chansons, puis que je travaille. D'où est venue l'idée de t'aménager un studio chez toi? Écoute, j'ai acheté la maison ici pour ça. Je suis travailleur autonome, donc je travaille à la maison. Donc, ça me prenait mon espace à moi. Comme vous pouvez constater, on est dans une espèce de solarium, une verrière. Donc, j'ai l'impression d'être dehors. Moi, je me réveille le matin, je me fais un café et je m'en vais dehors. Je m'en vais un peu comme sur ma galerie, sur ma terrasse. D'ailleurs, ici, ça, c'est la brûlerie chez Étienne. J'ai même une petite table comme un peu de bar. Je vais installer des petites lumières pour la soirée, tout ça. Donc, c'est ça, c'est mon espace de travail. Puis, mon Dieu, je suis bien, je suis heureux ici. Puis, c'est inspirant. Puis, c'est une place de création, de répétition. Puis, je suis bien heureux ici dans cet endroit de travail. Est-ce que des fois, tu aimerais ça le prêter à d'autres artistes? Absolument pas. Non! Non, non, c'est mon petit coin de paradis. Non, je fais des blagues. Écoute, c'est vraiment plus un endroit pour moi. Tu sais, j'ai pas la prétention d'un jour d'ouvrir un studio. Je suis pas un gars de technique, là, tu sais, pour à ce niveau-là, au niveau du son et tout ça. C'est vraiment quelque chose pour moi, pour ma création, pour écrire et travailler ma musique. Et la dernière fois qu'on s'est parlé en entrevue, c'était à fin 2020 Oui, pour promouvoir ton livre Faire le choix du bonheur. absolument. Critique. Et depuis, tu as vendu plus de 6000 exemplaires de ce Oui, livre-là, donc il est déjà considéré best-seller. absolument. Quel bilan tu fais jusqu'à maintenant de cette aventure-là? Écoute, ça a été extraordinaire. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps, là, comme je t'avais mentionné, d'écrire ce livre-là. Et puis, je m'étais signé un contrat quand j'ai décidé de lancer ce livre-là. Je me suis fait un propre contrat fictif. Je me suis dit, je m'engage à fonder ma propre maison d'édition, à lancer mon livre alors que je commençais à peine à l'écrire pour être sûr de me rendre au bout. Puis, je me suis dit, je veux vendre 5000 copies. Ça, c'est le chiffre magique. Et bon, le chiffre, le rêve serait, j'avais écrit 10 000, mais j'ai vraiment signé avec la date. Puis, on s'est rendu à 5 000 copies vendues. D'ailleurs, le dépassé, on est à 6 000 copies vendues. On se rend tranquillement peut-être vers les 10 000. Ouais. Puis, quel bilan je fais de ça? Écoute, ça a été écrire un livre sur le bonheur en pleine pandémie. C'est probablement ça qui m'a, je n'irais pas jusqu'à dire sauvé, mais à tous les matins de ma vie, je me réveillais puis je cherchais des trucs et des conseils pratiques pour dire aux gens qu'est-ce qui, moi, me rend heureux, qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie, qui fait qu'à tous les jours de ma vie, je me réveille puis je me dis, je suis heureux le matin, puis je me dis, je suis heureux quand je me couche le soir. Parce que le bonheur, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est un choix qu'on fait une journée dans sa vie. Moi, je dis, tu mets un gros X sur le calendrier, là, tu te lèves un matin dans ta vie, tu dis, à partir de ce jour-ci, je vais être heureux. Puis là, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas des moments difficiles puis des épreuves, c'est juste que tu fais le choix de voir la vie et les événements du bon côté. Puis, ben, c'est ça, ça m'a vraiment fait du bien pendant la pandémie, puis ça a fait du bien à beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire à quel point ce livre-là leur a fait du bien dans leur vie. Justement, ce livre-là t'a donné l'opportunité de commencer à faire des conférences. Comment cette proposition-là est venue à toi? J'ai comme toujours su dans ma vie que je ferais des conférences. J'en ai d'ailleurs fait beaucoup dans le passé, ben beaucoup pour un chanteur. On m'en demandait régulièrement. J'allais dans les entrevues, je parlais de mes voyages humanitaires que j'ai fait un peu partout à travers le monde, au Sénégal, en Éthiopie, en République dominicaine, au Maroc. À un certain moment, je parlais beaucoup de l'ouverture sur le monde, du développement durable. Je m'intéressais à l'environnement, à tout ce qui se faisait à travers le monde au niveau humanitaire. Puis on m'appelait pour me dire hey, on aimerait ça que tu viennes faire une conférence pour telle chose, pour notre personnel enseignant. À un certain moment, à l'école du show business, tu es un entrepreneur. J'ai toujours produit mes albums moi-même. Viens nous faire une conférence sur ci, sur ça. Fait que j'en ai donné plein comme ça ici et là, mais je me suis jamais considéré conférencier. Mais là, quand j'ai écrit mon livre, j'ai dit probablement que les conférences, ça va faire partie de ma vie, je vais avoir envie d'en parler. Et puis, je ne savais pas quand, puis finalement, écoute, les demandes sont rentrées. J'ai commencé à recevoir des demandes. On veut que tu viennes nous faire une conférence pour le livre. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, je me lance. J'ai mis un bon 2 mois de travail, 5-6 jours semaine, à du 2-3 heures par jour. J'ai monté une conférence d'1 heure qui s'appelle Faire le choix du bonheur, c'est la clé du succès. Et comment tu l'as bâti justement, cette conférence-là? Est-ce que c'est vraiment juste des conseils qu'on trouve dans ton livre ou tu as rajouté des choses nouvelles aussi? C'est beaucoup de nouveau. J'ai voulu aller complètement ailleurs parce que je me suis dit, des gens qui ont déjà lu mon livre, qui assistent à ma conférence, ne doivent pas avoir l'impression qu'ils réécoutent le livre. Puis je voulais me permettre d'aller ailleurs et au niveau des conférences, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, c'est appuyé par des données scientifiques. On va à un autre niveau lorsqu'on parle de conférences. C'est souvent des psychologues, c'est souvent des docteurs, c'est souvent des gens spécialisés qui font des conférences. Donc, je trouve qu'on atteint un autre niveau. Alors que quand tu écris un livre, tu parles de tes expériences, tu as ta plume. Moi, au niveau de ma plume, j'ai ma signature, je suis un auteur, donc ça passe facilement. C'est facile de vulgariser toutes mes expériences. Mais là, en termes de conférence, je suis allé plus loin. J'ai dit, je vais montrer aux gens,
je vais faire mes recherches, puis je veux expliquer aux gens mes théories, mes trucs, mes conseils pour être heureux, puis voir la vie du bon côté à travers la gratitude et la pensée positive, mais appuyé par des théories scientifiques. Je veux expliquer aux gens c'est quoi ça le bonheur, comment ça fonctionne, comment fonctionne le cerveau humain, comment on peut reprogrammer son esprit et le conditionner pour le bonheur, parce qu'à la base, l'esprit humain n'est pas programmé pour le bonheur, j'en parle dans ma conférence. Donc, c'est tout ça, je parle de toutes les théories qui ont été amenées en psychologie positive à travers les années, le déterminisme psychique, social, toutes sortes de théories comme ça, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de moins bon, essayer de tout comprendre ça, parce que quand on comprend les choses, quand on comprend comment le cerveau fonctionne, quand on comprend la psychologie positive et le bonheur, ben après ça, c'est plus facile de l'appliquer avec tous ces petits trucs-là au quotidien. Quels sont tes prochains objectifs face à ces conférences-là? Ben, par rapport aux conférences, écoute, j'aimerais en faire beaucoup. J'ai aimé beaucoup ça. J'en ai fait à date 2 ou 3 présentement là, sur Internet. J'ai pas pu les faire en présentiel, mais c'est extraordinaire de pouvoir livrer mon message, de pouvoir parler aux gens. Tu sais, l'écriture, c'est une chose, c'est une passion, c'est quelque chose de très intérieur que tu fais toi-même tout seul dans ton bureau. Alors que là, je vais vers les gens puis je vais leur raconter tout ce que j'ai envie de leur dire et j'ai 1 heure, 1 heure 15 pour leur parler de ma philosophie, leur donner tout plein d'exemples, mélangés avec ma sensibilité, avec un peu d'humour, avec un contact humain, même s'ils sont par Zoom, on les voit. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, va s'ajouter à ma carrière d'auteur-compositeur et de chanteur et qui va rester. Je pense écrire d'autres livres dans ma vie. Je suis certain que je vais en écrire au moins 1, 2, 3 autres. C'est quelque chose que je veux refaire. Puis les conférences vont toujours faire partie de ma vie. C'est un autre médium. La musique va toujours être là. Je vais toujours faire autant d'albums, autant de spectacles par année, mais les conférences, je trouve que c'est une autre chose, c'est un plus-value. Tu sais, si je réussis à en faire 10, 15, 20 par année, c'est un autre public, un autre monde, puis j'espère de vraiment pouvoir en faire plusieurs dans l'avenir. Et est-ce que les commentaires, les réactions du public face à tes conférences changent ta manière de concevoir le livre? Concevoir ce livre-là, Oui. ouais, ben écoute, les réactions, peut-être plus le travail d'introspection, et je te dirais le travail qui a été fait sur la conférence m'a permis d'appliquer encore mieux toutes les théories qu'il y avait dans mon livre. Quand j'ai écrit le livre, je l'ai fait sur une base personnelle. Je n'ai pas puisé énormément dans les grands principes de science ou de psychologie comme tel. Et puis, j'ai ma belle-sœur qui est une psychologue. Et puis, elle a lu mon livre. Elle dit, Étienne, sans le savoir, elle dit tout ce que tu racontes, les trucs, les conseils. Elle dit, c'est tout plein de grands principes de psychologie qu'on enseigne à des jeunes dans nos théories. Toutes sortes d'approches cognitives qu'on utilise en psychologie, mais toi, tu les as vulgarisées. Et maintenant, ben, pour la conférence, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est les amener dans un contexte un peu plus scientifique, avec des données, avec des études, avec des recherches, pour donner du poids à ces théories-là. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait une conférence pour le personnel enseignant et tous des psychologues, les cadres, les administrateurs des centres jeunesse, parce que j'étais porte-parole des centres jeunesse pendant 5 ans. Et puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais apprendre à ces gens-là? Tu sais, des fois, tu arrives en conférence devant des gens, puis c'est des gens qui sont cultivés, qui ont de l'éducation, qui sont des psychologues, qui sont des médecins et tout ça, puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, je trouve que c'est ça au niveau des conférences, il faut que tu arrives et que tu sois quand même assez expérimenté, que tu aies vraiment de la viande autour de l'os, comme on dit. Mais en même temps, c'est mes émotions, c'est mes choses, c'est mes histoires, puis il y a juste moi qui peux les raconter, c'est très personnel, puis en même temps, c'est qui je suis, c'est de la façon dont je les amène aussi. Donc, c'est vraiment une belle aventure, tout ça, le livre et maintenant les conférences. Et est-ce que tu penses aussi que ça va t'aider à avoir d'autres idées pour les prochains romans? Prochains livres? Oui, En fait? ben absolument, parce que ben moi, je lis énormément. Je suis un gars qui adore lire. J'ai une routine. Je ne sais pas si les gens ont lu le livre Tout se joue avant 8 heures. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce livre-là, mais l'importance d'une routine matinale dans la vie, ça change la vie. Là. Si vous n'avez jamais essayé ça à la maison, là, à tous les matins de la vie, moi, je me réveille et je fais la même chose dans le même ordre à tous les matins. Et la routine, cette espèce de geste répétitif-là, ce point d'ancrage-là, te met dans des dispositions mentales, physiques nécessaires à bien réussir ta journée, à orienter ton esprit vers le positif, vers l'abondance. Donc, moi, tous les matins de ma vie, je me réveille et je lis pour 15 minutes. Ça, c'est la première chose que je fais au minimum, 15, 30 à 45 minutes, et je lis des livres de psychologie, de développement personnel, des biographies, etc. Fait que je prends du savoir à tous les jours. Tu sais, quand on est jeune, on apprend régulièrement, puis à un moment donné, en vieillissant dans la vie, on atteint une zone de confort où on pense qu'on en sait assez, puis on arrête d'apprendre. Et mais moi, tous les matins de ma vie, c'est comme si je me faisais un petit cours par moi-même en lisant. Fait que j'apprends plein de choses, puis à chaque fois que je lis,
mes livres, je fais ah, mais je vais rajouter ça dans ma conférence. Et là, à un moment donné, ma conférence, ça a été 1 heure et 10, 1 heure et quart. Là, il faut que j'arrête. Et ça me donne tout plein d'idées pour revenir à ta question, pour écrire d'autres choses. Et je me dis, ah mon Dieu, j'aurais pu écrire ça dans mon livre. Et là, on dirait que de faire ma conférence et de lire et de lire et d'approfondir me donne encore tout plein d'idées pour un prochain livre. Fait que je vais pouvoir tout mettre ça ensemble à un moment donné, puis ça va faire un autre livre. Et en plus de ça, en mars dernier, tu as fait paraître ton 8e album, Le Oui. Pont, qui est juste ici. Ben oui, ben oui. Et dans le fond, tu as décidé de ce titre-là, Le Pont, parce que artistiquement parlant, avec cet album-là, tu as comme traversé de l'autre côté du pont, tu as échangé avec d'autres artistes qui sont issus de d'autres genres. Donc, tu as fait un mélange de genres, échangé avec l'autre aussi. Quand est-ce que le déclic de sortir de ta zone de confort a eu lieu? C'est quelque chose qui s'est fait graduellement. Je pense que ça a été un processus au sens où j'ai été les 4 ans dans mon projet latin, 4 ans, presque 5 avant que je puisse sortir un autre album. J'ai lancé, moi, 5 albums de musique originale où j'ai écrit toutes les chansons et toutes les musiques sur 10 ans. Donc, excusez-moi l'anglicisme, mais back-to-back, à chaque 2 ans, j'ai fait un album avec 12 chansons à chaque fois. Puis, tu lances, tu fais un album, bon, tu fais 3, 4, 5, 6 mois de promo, tu t'en vas sur la route, puis c'est déjà le temps d'en écrire un autre si tu veux en sortir un autre dans 2 ans, parce que ça te prend un an à l'écrire, à retourner en studio et tout ça. Donc, après tout ce processus-là, après 10 ans, j'ai dit, OK, là, j'ai besoin de d'autres choses. Et là, le latin est arrivé dans ma vie. J'ai appris l'espagnol, j'ai appris à danser, tout ça. J'ai fait des shows à Cuba, République dominicaine, en Argentine. Et ça m'a permis de prendre du recul. Ça m'a permis d'essayer d'autres choses, de faire bouger les gens avec la musique latine, de prendre goût à voir des gens debout devant moi qui dansent, qui trippent de faire de la musique, qui dansent, de me promener sur scène. Fait que quand ça a été le temps, après ça, après 3-4 ans de pause de ma musique en français, ça s'est comme imposé. J'étais plus le même Étienne artistiquement que j'étais 4 ans auparavant. J'avais envie de d'autres choses. Des grandes chansons d'amour, j'en ai écrit, je vais toujours en écrire encore, mais j'avais envie de montrer autre chose. J'avais envie de montrer qu'Étienne Drapeau, alors, il est capable d'écrire des textes différents, sur des thèmes différents. Il est capable de faire de la musique aussi qui bouge, de la musique très up-tempo pour faire chanter les gens, pour faire bouger les gens. Donc cet album-là est très up-tempo. Il y a 8 chansons up-tempo, il y a seulement 2 ballades. Fait que c'est complètement autre chose au niveau des arrangements, au niveau de la création, de l'écriture, des sons. C'est vraiment un Étienne Drapeau renouvelé, mais qui n'a pas perdu, je pense, son essence. Les gens vont retrouver les Étienne Drapeau qu'ils connaissent. Ceux qui m'aimaient auparavant ne sont pas choqués par cet album-là, mais je pense que cet album-là m'a aussi permis d'aller conquérir un tout nouveau public et renouveler mon public peut-être. Et la chanson titre, Le Pont, elle a comme un sens caché parce qu'on pourrait aussi l'interpréter comme l'histoire d'un couple. Et est-ce que ajouter un double sens à tes textes, c'est un processus d'écriture que tu aimerais de plus en plus développer? Ouais, c'est intéressant. Écoute, oui, parce qu'effectivement, la chanson Le Pont, quand on l'entend, on se dit, bon, ben, c'est comme un couple qui se sont un peu séparés, puis qui n'arrivent plus à se rejoindre, ou des amis, des gens qui se sont perdus d'une certaine manière. Mais en fait, c'est ce que j'explique dans cette chanson-là, c'est les deux solitudes au niveau de l'industrie musicale, entre le fossé qui est entre la musique populaire et la musique plus de gauche, plus intellectuelle, plus nichée, si on veut, et le fait qu'on se sente obligé de mettre tous les artistes, puis les gens, même dans la société, dans des cases, puis qu'il faut arrêter ça de ces frontières-là, il faut créer des ponts. Donc, c'est intéressant parce que quand les gens l'écoutent, ils peuvent ne pas comprendre tout de suite le deuxième degré, puis c'est ça qui est le fun dans une chanson. Et c'est pas un processus que j'ai fait nécessairement beaucoup dans l'écriture de chansons. Alors oui, peut-être que ça pourrait être le fun de reprendre ça. Tu vois, en allant ailleurs dans l'écriture, en faisant autre chose, ça m'amène moi aussi ailleurs. Puis je pense que le prochain album, qui va être mon 9e en carrière, je me permettrai peut-être d'aller encore plus loin. J'ai l'impression que cet album-là, c'est un album de transition. J'ai fait, puis pas pour rien qu'on l'appelle Le Pont, hein, parce que tu as les tiennes d'avant, puis là, je suis peut-être allé entre les deux, et peut-être que le prochain, j'irai complètement de l'autre côté de la rive, sans perdre nécessairement mes accomplis, mais que je me permettrai peut-être d'aller plus loin. Le virage, il fallait le faire quand même relativement tranquillement. Si tu prends une courbe trop vite, tu vas t'en aller dans le fossé. Mais le prochain, peut-être que j'irai encore plus loin dans ce style-là. Justement, quel autre mélange de genres tu aimerais explorer? Il y a quelque chose qui, je pourrais dire, me pique ma curiosité dans le hip-hop. Encore une fois, dans l'idée de se challenger, d'aller encore plus loin. J'aime cette idée-là d'aller travailler avec des artistes qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Je crois beaucoup au mélange des genres, à l'ouverture, autant dans la vie, tu sais, que je trouve qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, tu sais, quand on parle de religion, quand on parle d'ethnie, quand on parle de culture, de croyances, de coutumes. Si on est souvent réfractaire aux étrangers ou aux gens qui ne pensent pas comme nous, ou aux autres ethnies, ou aux autres religions. Puis
Puis à un moment donné, quand tu t'assois et tu parles avec ces gens-là, tu te rends compte que, mon Dieu, on n'est tellement pas si loin que ça, là. On est tous des êtres humains. Donc en musique, c'est un peu ça. On va pas dans d'autres genres. On dirait que les artistes du pop se mélangent pas aux artistes dans certaines classes intellectuelles aussi, ou ça, ou le hip-hop, c'est très underground. Fait qu'il y a peut-être ce genre de truc-là que j'aimerais faire. J'ai tellement d'idées pour le prochain album, je te dirais que je ne sais pas encore quelle direction artistique il pourrait prendre. Mais au niveau, il y a tellement de musique maintenant électronique. La musique avec les sonorités électroniques joue beaucoup à la radio. Il y a le côté, comme je te dis, hip-hop, que je trouve que de faire une collaboration avec un artiste hip-hop, ça serait quelque chose que je trouverais pardon, absolument extraordinaire pour moi. Personne ne s'attend à ça de ma part et je pense que ça pourrait être le fun. Fait que, il y a plein de petites choses comme ça qui me passent en tête. Je veux lancer un album peut-être à la fin de l'année prochaine. Donc, ça va arriver plus vite que tard. Là, on réfléchit à ça lentement mais sûrement. Justement, c'est Claude Bégin qui a réalisé ton album. Donc, déjà là, c'est comme une collaboration étonnante. Mais qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment lui en particulier que tu voulais avoir pour faire un virage plus pop? J'avais une liste très très courte de gens avec qui je voulais collaborer au niveau de la réalisation. Donc Claude faisait partie. Puis j'ai décidé de le contacter, de le rencontrer. Claude venait d'un côté très underground avec À la Claire ensemble, comme je te parlais du hip-hop. Ouais. Mais en même temps, il avait lui-même un côté très pop avec ses chansons populaires, avec le travail qu'il avait fait avec Karim Ouellet. Il avait fait ses preuves qu'il était capable de faire des belles chansons qui avaient marché. Le gars en tant que tel, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très particulier. Je trouve qu'au Québec, des fois, on sort pas beaucoup du moule. Puis ce gars-là sort du moule, donc ça, j'aimais ça aussi. Je me disais, ce gars-là peut peut-être me challenger à faire quelque chose de complètement différent, d'aller complètement ailleurs. Et puis je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Moi, je suis un gars à la base qui écrit toutes ses chansons à la guitare acoustique ou au piano. Il n'y a pas de beat, il n'y a pas de loop, il n'y a pas de sample, il n'y a pas d'ordinateur derrière ça. Donc la création, moi, c'est très organique. Mes chansons sont très folk à la base, tu sais. Donc, et Claude, lui, c'est un gars beaucoup plus électro dans le hip-hop, dans les beats, il crée beaucoup avec ses sons, avec les arrangements par ordinateur et tout ça. Donc, je pense que ça a pris ma musique folk, guitare, voix, piano, voix très à texte, et d'y mettre tout un mélange de renouveau, de nouveautés, de sons électroniques, de sons ambiants, de choses plus actuelles, qui a donné un mélange absolument extraordinaire. Moi, je te dirais que c'est probablement mon meilleur album en carrière, mon 8e. Avant ça, c'était Paroles et musique, mon 3e album, sur lequel il y avait T'es ma femme, t'es la plus belle, Les femmes que j'ai aimées, À mon père et ma mère, des belles chansons qui ont marqué les gens. Puis je me suis toujours demandé quand est-ce que j'allais faire un album, tu sais, que je pensais qu'il allait peut-être à côté ou être aussi bon que mon 3e. Puis ça a été finalement mon 8e que je te dis que je considère aujourd'hui comme mon album préféré ou du moins peut-être mon meilleur album. Et dans cet album-là, tu signes seul paroles et musique. Est-ce que tu aimerais ça comme propulser plus loin l'expérience de collaborer avec d'autres, mais de le transposer dans ton processus d'écriture? Possiblement, oui, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. De travailler avec d'autres artistes, tu vois, je pense que ça, là, c'est cyclique. Dans ma carrière, j'ai écrit pas mal toutes mes tunes moi-même. Après le 4e album, j'avais l'impression que je voulais aller un petit peu ailleurs et j'avais écrit quelques chansons avec Marc Dupré. Le 5e album, T'es toute ma vie, j'ai écrit tous les textes, les 12 textes de l'album, mais pour 6 des musiques, j'ai dit à Marc, regarde, moi j'ai écrit la moitié des musiques, mais je veux que l'autre moitié des musiques, c'est toi qui la fasse pour aller ailleurs dans ma façon de chanter, dans mes mélodies, chanter plus haut, des notes plus tenues. Tu sais, je me disais, je serais peut-être dû le rendre au 5e album à l'époque pour faire autre chose. Là, tu vois, après ça, j'ai fait un album en espagnol, je suis revenu avec un album où j'ai composé toutes les mélodies. Et là, peut-être que pour le prochain, je serai ouvert à dire, OK, là, je suis peut-être dû pour aller ailleurs. Quand je te disais que je serais prêt à aller plus loin dans le prochain album, ben peut-être que j'irai collaborer avec d'autres artistes qui font autre chose que moi, qui justement, tant qu'à aller ailleurs, j'irai complètement ailleurs. Maintenant, c'est de voir, est-ce que les artistes ont cette ouverture-là, d'autres artistes qui sont dans complètement d'autres domaines, d'autres milieux, plus jeunes, ou dans d'autres affaires, est-ce qu'ils ont cette ouverture-là à travailler avec quelqu'un d'autre, d'un milieu complètement différent, mais moi, j'aurais cette ouverture-là de dire, OK, je me challenge encore plus, là, je vais plus loin. Je vais travailler avec quelqu'un que personne ne s'attend, je parlais du hip-hop, ou de quelqu'un qui est dans un autre style complètement différent. Fait que oui, j'aimerais ça. Je trouve que c'est le fun parce que sinon, tu veux pas refaire toujours le même album, toujours faire les mêmes chansons. Puis c'est ça, c'est des projets qui, d'un à l'autre, t'amènent complètement ailleurs, te font découvrir d'autres univers, d'autres personnes. Même au niveau humain, je te dirais que ça te permet de grandir, puis d'évoluer, puis de travailler avec des gens qui t'amènent complètement ailleurs, finalement. Et est-ce que tu sens de la réticence chez des artistes qui sont plus nichés, sur le pop,
à collaborer? Je ressens certainement une réticence entre les genres. Mm. J'en ai pas parlé beaucoup en entrevue, mais je te dirais qu'au niveau du pop, quand j'ai dans le passé ou dans les dernières années ou peu importe dans ma carrière approché des gens qui étaient dans le même style musical que moi, il n'y a jamais eu aucune difficulté. J'appelle n'importe qui, que ce soit Marc Dupré, qui était l'artiste le plus big au Québec quand j'ai travaillé avec lui, qui l'est encore des plus bigs, mais tu sais, je veux dire, quand on a fait l'album en 2015, Marc était au top. C'était les premières années de la voix, c'était le roi du monde. Là, tu sais. Marie-Hélène Thibert, quand j'ai collaboré avec elle, était la chanteuse. J'ai fait un duo avec elle sur mon quatrième album, était au top. C'était dans ses grosses années aussi. J'ai appelé les deux frères à un certain moment, je l'ai collaboré avec eux autres pour une chanson. Finalement, ça s'est pas concrétisé, mais évidemment, les deux frères, ben oui, Étienne, appelle-moi, puis les boys, quand t'as donne. Donc, tu sais, dans le pop, c'est facile. Les gens, je les appelle, je leur parle et ça se fait comme ça. Alors que je te dirais, je te cacherai pas que j'ai fait certaines approches dans une autre niche et la réponse ne revient pas ou revient pas très facilement ou quand ça revient pour les rares fois que c'est revenu, bon, il y avait des excuses, il y avait bon, ça marche pas, des questions de temps aussi ou d'horaire ou tout ça, mais tu vois que c'est pas naturel. Donc, moi, ce que j'ai dit il y a plusieurs années, à l'époque où Pierre Lapointe faisait des sorties un peu contre les radios, les Sœurs Boulay en avaient fait aussi en disant à la 10, ben là, les radios, réveillez-vous, tout ça. Là, je ne cite pas ces deux artistes-là que j'apprécie, que je respecte beaucoup. C'est juste de donner un exemple. Mais tu sais, il y a eu longtemps où la musique un peu plus nichée ou de gauche disait, ben là, les radios, c'est toujours la même affaire, c'est toujours les mêmes artistes, c'est toujours le pop. Ben, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une ouverture plus grande des deux côtés. Là, on sent qu'il y a un virage un peu dans les dernières années vers la gauche, vers l'intellectualisation de la musique ou tout ça, même avec Star Academy. On a senti cette année que le Star Academy de cette année ressemblait plus peut-être à ce que fait le Festival de la chanson de Granby, qui est beaucoup plus niché, que par exemple ce que nous on faisait à l'époque, qui était immensément pop. Star Academy, c'était monsieur, madame, tout le monde, c'était tous les artistes grand public. Puis c'est correct aussi, hein, ça, tant qu'à moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse là-dedans. Mais je pense qu'il y a eu une ouverture au niveau du, pardon, du pop et du commercial de faire plus de place à tous les types de musique, je pense, jusqu'à un certain point. Autant compositeur, interprète aussi plus. Oui, c'est vrai, effectivement. Cette année, ils ont fait de la place aux auteurs-compositeurs, etc. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir plus d'ouverture. Tu sais, quand on parle des émissions un peu plus intellectuelles ou ce qui peut se faire à Radio-Canada ou à Radio-Canada Radio, bien évidemment, c'est souvent le même genre d'artistes et on ne fera pas beaucoup de place aux artistes du pop, par exemple, Radio-Canada Radio, par exemple. Tu sais, mais c'est le même principe. Si on veut qu'il y ait plus de place pour la musique un peu plus intellectuelle ou différente ou émergente dans les radios commerciales, ben, il faudrait peut-être que de notre côté, dans les radios comme Radio-Canada, tout ça, qu'on prenne le temps d'écouter certains artistes populaires qui font certaines chansons qui pourraient très bien fonctionner dans d'autres contextes. Donc, c'est ça, je pense que même au niveau de la disque, au niveau des projets, quand on fait des projets, par exemple, comme Les Hommes Rapaillés, l'œuvre de Gaston Miron, ben, c'est très niché, donc on n'y va pas avec aucun artiste populaire. Et quand on fait des projets très pop, ben, moi, j'ai l'impression que Mario Pelcha, par exemple, dans des projets qu'il a fait, il a ouvert la porte à toutes sortes d'artistes. Moi, quand j'ai fait un show country, les deux albums de Mario Pelcha qui étaient très country, ben, tu avais Antoine Graton qui était directeur musical, tu avais Mara Tremblay qui était sur le show comme artiste et comme musicienne. Donc, tu avais autant un Paul Darèche qu'un Étienne Drapeau, qu'un Jonathan Pinchot, que Jean-François Beau et Marie-Ève Janvier, et que les respectables. Je trouvais qu'il y avait toutes sortes de gens ensemble, mais moi, ça m'a permis, et probablement au public aussi, de découvrir Mara Tremblay. Tu sais, les gens du grand public, monsieur, madame, tout le monde, peut-être ne connaissaient pas beaucoup Mara Tremblay ou Antoine Garaton, mais je pense que ça sert à tout le monde. On est une micro-industrie au Québec. Il faudrait peut-être travailler plus ensemble. On peut pas travailler chacun de notre côté puis espérer se défendre contre les grands de ce monde, contre les Warner, les Universal, contre les Rihanna, contre les DJ, contre les gros groupes américains, les Imagine Dragons. Je pense qu'on gagnerait, même je te dirais dans les festivals. On se targue, mettons, dans le Festival d'été de Québec, d'avoir les gros noms de l'international et tout ça. Puis là, après ça, après les 50 gros noms en anglais, ben là, tu vas avoir un petit nom en français, un petit nom en français ici et là, tu sais. Pourquoi on fait pas des gros shows puis qu'on se met pas plein d'artistes ensemble, mais qu'on en ait plusieurs? Parce que ça devient un cercle vicieux. C'est comme, ben, à un moment donné, je me souviens, il y a une douzaine d'années, je pense que c'est plus lui le président, mais il avait dit, on peut plus booker les artistes québécois parce que malheureusement, ils n'attirent pas assez de monde. Ils n'attirent pas comme les gros noms. Ben, continue à dire ça. Puis qu'est-ce que tu mets en tête aux gens, c'est que si tu leur dis, ben non, on peut pas les booker parce qu'ils n'attirent pas le monde. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut faire peut-être une petite prise de conscience à ce niveau-là. Aussi, si vous vous rappelez, ou même Charlotte Cardin, elle avait fait le Festival d'été de Québec, puis c'était complet assez rapidement aussi.
Mais je pense qu'il faut donner la chance aux artistes. Puis avant qu'un artiste soit assez big pour pouvoir remplir des gros endroits, je pense qu'il faut lui donner la chance. Il faut qu'il ait la chance de faire une fois peut-être une scène secondaire, gagner son public. En télévision, ben souvent, on va dire que c'est souvent le même 10% des artistes qui est tout le bottin de l'UDA qui fait les mêmes émissions. Ben, donne des chances un petit peu plus à ces artistes-là de se faire voir, de se faire connaître dans les grands festivals, dans les grandes émissions. À un certain moment, ben, tu ne peux pas gagner des gens si tu n'as pas accès à ces grosses scènes-là ou aux grosses émissions. Donc peut-être qu'il y a une espèce de réflexion à faire à ce niveau-là, de donner plus de place à tous les types d'artistes ou de favoriser cette éclosion-là de différents artistes. Les médias vont beaucoup plus s'intéresser aux artistes populaires de l'heure, aux vétérans, plutôt que de mettre de l'avant-plan des artistes émergents. Selon toi, qu'est-ce qui explique ça, ce phénomène de répétition? Ben, je pense qu'il y a une espèce de guerre, autant des codes d'écoute que publicitaires au niveau des télés, des radios. C'est normal, c'est la vie, ces gens-là ont des entreprises aussi. Et en radio, ben, tu veux attirer les commanditaires, donc tu veux péter des scores dans les sondages. Et comment attirer les commanditaires, comment gagner, ben, c'est en mettant la musique anglophone, en mettant la musique qui s'écoute partout, puis qui est in, puis qui est actuelle. Donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux. Hein. La musique francophone, on leur réserve une place peut-être un peu plus tard dans les radios. On remplit les quotas entre 8 h et minuit le soir alors qu'on est dans les heures hors de pointe. En télé, on veut tous les gros artistes, les A, ce qu'on appelle les A+, et tout ça. Si on donne trop de place aux jeunes de la relève, ben, ça attire moins de codes d'écoute. Donc, fait que, c'est un peu la guerre des codes d'écoute, la guerre des publicitaires, d'avoir tous les plus gros artistes, les plus gros noms. Euh, donc, c'est difficile d'avoir des jeunes. Et là, en plus, on sort d'une pandémie. C'est extrêmement difficile pour la musique. Il y a extrêmement de musiciens qui changent d'emploi, qui se trouvent d'autres travails. Donc, je ne sais pas comment les artistes, les jeunes artistes de la relève qui arrivent aujourd'hui vont réussir à se faire une place. Pour vrai, c'est vraiment inquiétant parce que l'avenir de notre culture qui est déjà en péril, la langue française qui est déjà en péril jusqu'à un certain point, que c'était déjà difficile pour les artistes et là on traverse une pandémie. Tu sais, je pense pas que les gros artistes aux États-Unis doivent beaucoup s'inquiéter de l'avenir de la langue anglaise ou de chanter en anglais aux États-Unis. Tu sais, au Québec, on a cette prérogative-là de penser à ça. Je pense qu'il va vraiment falloir repenser un peu tout ça puis de voir de quelle façon on peut accorder plus de place aux artistes émergents et à l'industrie en général. C'est vraiment, c'est des réflexions qu'on a aujourd'hui, puis je peux pas dire que j'ai toutes les réponses, mais je pense qu'il va falloir s'y arrêter. Tu vois, moi, je suis nouvellement membre du conseil d'administration de la DISC. Okay. J'ai été voté sur le conseil il y a de cela à peine quelques semaines, c'est nouveau. Mais ça, c'est une des choses que je veux défendre, moi, tu sais, de voir de quelle manière on peut assurer la pérennité de la culture et de la chanson francophone au Québec, parce que j'ai l'impression que présentement, c'est plus difficile que ça l'a jamais été. Ça va aussi aller dans les plateformes comme Carla Pointe avait fait à la DISC il y a quelques années, dire que des plateformes comme Spotify, tout ça, ça ne paye pas des artistes, mais très, 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 très peu. Est-ce que, justement, vu que tu es dans le conseil de la DISC, est-ce qu'il y a des solutions pour ce problème-là, là, que ce soit plus payé? Mais présentement, au niveau du streaming, c'est l'horreur, on va se le dire, là, parce que, bon, le CD physique n'a pratiquement plus aucune valeur. Le plus gros distributeur au Québec vient de fermer. La vente de CD physiques, c'est 2021 que c'est pas mal. Si on se demandait quand est-ce que ça allait arrêter, pardon, je dirais que là, on est pas mal à la fin de l'ère. Il reste peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans maximum là, pour l'ère du CD physique. Donc, la musique, en termes de vendre un produit matériel ou physique, c'est terminé, il n'y a plus de valeur. Et là, qu'est-ce qui reste? C'est la musique en ligne, en continu, l'écoute en ligne, en streaming. Et ça, c'est excessivement peu payant. Pour 3 millions de streams l'année passée, j'ai reçu un chèque de 300 $ de Spotify. Donc, je sais pas comment les artistes vont réussir à vivre de leur musique. Il reste les spectacles, mais là, avant tu avais 50% de revenus qui venaient du spectacle et 50% des albums. Et là, les albums, c'est rendu pratiquement rien. Il y a la DISC, l'UDA, qui ont travaillé sur un projet de métadonnées, de mieux référencer les artistes québécois, de trouver des solutions pour que dans cette immense mer-là de musique mondiale, les artistes québécois, la chanson francophone, soient mieux recensés, qu'on ait plus facilement accès à la musique. Mais en même temps, ça ne réglera pas le problème du peu de revenus qu'il y a du streaming. Donc, c'est vraiment complexe à ce niveau-là. Au moins, il y a quelque chose qui commence à être fait. Moi, je te dirais qu'en tant qu'artiste, ça serait mon principal cheval de bataille, de dire comment on fait en sorte que les artistes peuvent être payés pour leur musique. L'argent ne va pas aux créateurs présentement, je veux dire. Puis en même temps, maintenant, les compagnies de disques, les gros majors, ont
négocient directement leur part de marché avec les compagnies comme Spotify, des Universal et Warner, ont même acheté des parts dans la compagnie, sont même propriétaires jusqu'à un certain pourcentage de ces compagnies-là, négocient eux-mêmes quel type d'algorithme et de système vont favoriser les artistes. Donc, tu sais, les plus gros artistes, là, il y a un système où c'est ceux qui jouent le plus, qui touchent le plus gros pourcentage, puis après les autres, ça sépare le reste. Fait que tu sais, c'est le virage Ah, musical, le virage Internet, les artistes ne l'ont pas pris pour que ça leur bénéficie présentement. Fait que moi, je pense, je te dirais que la solution pour les artistes à court terme, c'est de contrôler leur propre plateforme. Moi, j'ai créé ma propre plateforme web où je fais mes mercredis musique, mes shows à tous les mercredis soirs. Et là, les gens viennent acheter un billet directement chez moi. Tu sais, j'ai ma propre boutique en ligne. Les gens achètent mon disque chez moi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je le signe, je l'envoie. Mon livre, la même chose. Et mes spectacles web, ça, je pense que c'est l'avenir. Le web, faire des spectacles, d'avoir ta propre plateforme, de pouvoir diffuser, vendre des billets toi-même 5 ou 10 un abonnement mensuel. J'ai l'impression que là, tu vas chercher une centaine de personnes par mois, 150, tu peux aller chercher un 10, 12 ou 15 000 par année. C'est ce que peut-être tu aurais été chercher avec un album dans le temps. Donc, c'est ça. Mais il va falloir rivaliser d'ingéniosité pour être capable de trouver une façon de pouvoir continuer à vivre de notre métier. Tu sais, pour un gars comme moi, que ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie, que j'ai gagné mon public, j'ai mes accomplis, je m'en sors, tu sais. Mais pour, comme on disait tout à l'heure, pour les jeunes qui commencent, ça va être tout un défi. et justement, dans son père réseau commercial, au début de ta carrière, tu as quand même eu un bel appui de la part des réseaux commerciaux. Là, en ce moment, c'est moins probant. Comment tu vis cette situation-là? Écoute, une carrière d'artiste, c'est long. Je te dirais que j'ai eu, au début, avec mon premier album, ça a pris un petit moment avant qu'il me joue. Là, finalement, ça a fonctionné. J'ai eu un gros hit, deux hits. Là, après ça, au deuxième album, je pensais que c'était sûr que c'était réglé. Le deuxième album a été plus difficile. Là, je suis revenu avec un troisième album. Là, j'ai eu T'es ma femme, t'es la plus belle, Les femmes que j'ai aimées. Là, ça a décollé, grosse tournée, 100 spectacles sur 2 ans. Là, dans ma tête à moi, c'était réglé. Hey, là, le quatrième album, là, c'est sûr qu'il me joue. Ben, tabarouette, je suis arrivé au quatrième album. Personne n'a voulu me jouer. J'avais des chansons comme Le monde est beau, Je suis amoureux. Les radios avaient changé de son parce que les radios changent beaucoup de son à beaucoup d'époques. Puis là, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai fait mon cinquième album avec Marc Dupré. Je suis arrivé 2 numéros 1, T'es toute ma vie, Marie-moi. Là, j'arrive avec un autre album en français. Là, c'est plus difficile de revenir avec les radios commerciales. Fait que tu sais, c'est difficile à suivre, c'est Mais difficile à ça va avec comprendre. les collaborations aussi, parce que Marc Dupré, À ce comme moment-là, c'est ça. peut-être avait la touche pour écrire des hits. Claude Bégin a vécu le même, parce que je parle de Claude parce qu'il a réalisé mon dernier album, avait fait un album où il y avait eu des méga hits, et l'album d'après, beaucoup plus tranquille, on a moins joué. Fait que tu sais, je pense qu'il ne faut pas se battre avec ça. Tu sais, des fois, le courant, il s'en va comme ça. Des fois, on nage avec le courant. Des fois, on nage contre le courant, on le sait pas. Cet album-là, ça a été un petit peu difficile, un peu plus difficile au niveau des radios commerciales, alors que je pensais que mon son allait permettre de jouer beaucoup à la radio. Moi, j'ai appris à pas m'en faire avec les choses que je contrôle pas. Tu sais, moi, j'ai fait un album que j'aime, que j'adore. Les chansons, je les trouve extraordinaires. Il y avait une pente à remonter. Ça faisait 4 ou 5 ans que je n'avais pas lancé un album en français. 4 ou 5 ans dans l'industrie de la musique, c'est énorme, c'est long. Fait que pour les radios, là, c'est comme si je me suis effacé. Ça fait 4-5 ans que je n'existe pas pour eux parce que je ne lançais pas de single radio. Donc, je savais qu'il y avait une grosse pente à remonter. J'ai démontré que j'étais rendu complètement ailleurs avec cet album-là. Qui sait, ce sera peut-être le prochain, tu sais. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, je fais des chansons que j'aime. J'ai fait un album dont je suis fier. Je vais toujours faire des albums, je vais toujours lancer des chansons. À un certain moment, les radios te jouent. À un certain moment, ils te jouent moins. Tu peux faire quoi? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te morfondre avec ça, puis tu peux pas t'en faire parce que je l'ai vécu tout au long de ma carrière. Fait que, tu sais, j'envoie des tunes. Ah, dans ces temps-ci, ils jouent moins. Ben, peut-être ils joueront le prochain. Et peut-être pas. Et peut-être ça sera l'autre. Ou, tu sais, fait que donc c'est ça. Moi, je peux juste. Tout ce que je peux faire, c'est contrôler ce que je contrôle, c'est-à-dire faire la musique que j'aime, faire des chansons que je trouve fortes, que je trouve bonnes. Là, tu vois, j'ai lancé un livre, je fais des conférences, donc la vie t'amène ailleurs. Quand j'avais lancé l'album Le Monde est beau, à l'époque, il y avait moins joué à la radio. C'est à ce moment-là que je me suis reviré vers l'humanitaire. J'ai voyagé partout à travers le monde. J'ai fait des voyages humanitaires au Maroc, au Sénégal, en Éthiopie. Je me suis impliqué beaucoup là-dedans. Comme être humain, j'ai grandi. Ça m'avait amené complètement dans une autre direction. Donc, tu vois, tu sais, la vie t'amène toujours au bon endroit, au bon moment, puis c'est pas toujours où tu penses que tu vas aller. Tu sais, comme le latin, c'est arrivé dans ma vie, puis c'était pas prévu, ça, là. J'avais jamais dit un mot d'espagnol de ma vie. Mais tu sais, la vie m'a emmené là. Tu sais, j'aurais jamais pensé aller là, mais tu vois, j'aurais pu dire, ben là, je ferais pas un projet latin là, pendant 3-4 ans en espagnol au Québec. Bon, les gens vont décrocher, puis tout ça. Puis ça a été le show qui m'a permis de faire le tour du monde. C'était un show qui m'a permis de faire le tour du monde, de donner des entrevues à Cuba, en République dominicaine, tu sais.
Ça m'a permis de refaire tout plein de gros festivals au Québec que je faisais plus depuis quelques années, tu sais. Donc, c'est ça. Il faut juste faire confiance à la vie puis laisser la vie te mener un peu où elle veut t'en aller parfois, tout en essayant de donner le meilleur de toi-même. Donc, dans ton processus d'écriture, tu ne penses pas à plaire aux radios? On y pense, certainement. Je pense que tu as deux choix. Tu peux dire, est-ce qu'on travaille. Je vais te faire une confidence. Quand j'ai fait le cinquième album avec Marc Dupré, je te disais que l'album d'avant avait moins fonctionné, on avait beaucoup pensé aux radios. On avait dit, bon, on va écrire des chansons. Qu'est-ce qui marche présentement en radio? Et on avait eu cette réflexion-là de faire des chansons et des arrangements et même d'écrire des textes qui passeraient bien dans les radios. Ça, cette réflexion-là avait été faite. Puis après cet album-là, c'est peut-être pour ça que j'avais arrêté un petit moment. Je m'étais dit, est-ce que j'ai envie de refaire un autre album tout de suite après 2 ou 3 ans après pour les radios, pour dire, OK, bien là, il faut que je fasse de quoi qui va fonctionner. Alors qu'avant, je n'avais pas cette réflexion-là. Je faisais des albums pour moi, je faisais ce que j'avais envie d'écrire. Là, je ne te cacherai pas que pour cet album-là, on a quand même réfléchi, mais je te dirais un entre-deux. Ah oui, ça, on pense dans les arrangements, la structure, est-ce que c'est radio? Mais on ne s'est pas cassé la tête non plus à trop dire, il faut absolument que ce soit pour les radios. Tu as deux choix comme artiste, soit tu fais quelque chose vraiment pour les radios, puis tu te colles sur ce qui se fait présentement, ou tu fais ce que tu aimes, puis tu dis, ben ça joue, ça joue, ça joue pas. Fait que, moi, je te dirais peut-être un peu entre les deux pour le dernier album, mais j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire comme album. Puis la réflexion se fera peut-être pour le prochain rendu là. Tu sais, faut que tu te la poses la question, est-ce que je veux faire de quoi pour jouer dans les radios ou non? Mais c'est une question qui est très à propos de se poser, je pense, quand on approche la création d'un album. Et quand que tu te concentres pour la radio, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une partie de ta création qui est brimée? Ben, c'est une bonne question. Brimer, peut-être pas jusqu'à dire, mettons, que la partie de la création est brimée, mais il y a certainement une partie de la création qui est influencée au sens où moi, je me souviens quand je travaillais avec Marc, que j'avais écrit des textes très poétiques, je te dirais, beaucoup plus littéraires, là, si on peut dire. Et Marc me disait, ben Étienne, ça, tu vas trop loin, ton texte, c'est trop poétique, c'est trop poussé. Il faudrait peut-être que tes mots soient plus simples dans une chanson pop, et il avait entièrement raison. Et, par exemple, je pense à T'es toute ma vie, qui a été mon numéro 1 radio dans le pop adulte 7 semaines consécutives. Je pense que ça a été mon plus gros numéro 1. Il m'avait dit downgrade, excusez l'anglicisme un peu, ton texte, parce qu'il y a trop de mots, trop poétiques, on ne comprend pas les images. Quand c'est dans le pop, quand ça joue sur le retour à la maison 5 à 7, il faut que ce soit très clair, que ce soit facile, pop, bonbon. Fait qu'on avait certains textes qu'on avait dû ramener un peu pour que ce soit plus facile. Puis c'est de bonne guerre parce que ça a fonctionné, tu sais, puis il y a des recettes là-dedans. Euh, puis des fois, ben, tu te laisses la place sur des albums de dire, ah ben cette chanson-là, c'est pour l'album. C'est pas une chanson pour les radios. Fait que là, tu écris ce que tu veux comme ma chanson sur l'Alzheimer. Évidemment, c'est pas une chanson, je sais bien que ça jouera jamais à les radios, mais elle a été partagée 44 000 fois, 1,4 million de visionnements sur Facebook, 150 000 sur YouTube. Fait que, tu sais, c'est ça. Maintenant, avec les plateformes, toutes sortes de plateformes, c'est plus facile aussi de faire connaître tes chansons. Si tu fais une chanson touchante, tu sais qu'il ne tournera pas à la radio comme ma chanson sur Alzheimer, mais tu sais que sur Facebook et sur YouTube, les gens vont y avoir accès. Les balades marchent sur Spotify. Les chansons touchantes, les balades, les gens les insèrent dans des listes de lecture. Fait que c'est ça, on a d'autres outils aussi maintenant. Là, c'est plus juste les radios. À l'époque, si tu sors lancer un album et tu ne jouais pas dans les radios, c'était terminé. Tu ne jouais plus nulle part, les gens n'entendaient pas tes chansons, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils. Tu ne dépends plus seulement des radios, puis on a le web pour faire connaître nos chansons, faire des spectacles, diffuser notre contenu. Donc, c'est ça, l'industrie est vraiment en train de se transformer là, radicalement. Ça va chercher d'autres publics aussi. Justement, cette chanson-là, Je serai là, oui, ça traite d'Alzheimer. Tu l'abordes d'un point de vue que c'est quelqu'un qui voit quelqu'un de son entourage souffrir de cette maladie-là. Et ça a beaucoup touché les gens. Est-ce que toi, tu t'es mis une pression supplémentaire en écrivant cette chanson-là pour justement que ça ne tombe pas dans le cliché puis dans la formule surfaite? C'est une bonne question. Est-ce que j'y ai vraiment... Je pense que j'y ai réfléchi de façon inconsciente. Je pense pas y avoir réfléchi trop de façon consciente. Peut-être, mettons, en écrivant des chansons d'amour sur ce nouvel album-là, ou dans l'idée de ne pas en écrire trop, parce que je l'avais écrit dans le passé. Là, oui, à ce niveau-là, je te dirais que je l'ai fait, cet exercice-là, de dire, je vais essayer de m'éloigner des mots tu sais, t'es ma femme, ou t'es belle, ou t'es ma. Amour, c'est ça, parce que ça, je l'ai fait beaucoup parler à la deuxième personne, au-dessus, t'es ci, t'es ça, t'es belle, tu sais, dans les caractéristiques comme ça. Par contre, pour ce qui est de la chanson de l'Alzheimer, je pense que c'est venu d'un endroit tellement profond. Je me suis ouvert une connexion qui était tellement vraie, tellement profonde, que j'ai pas eu besoin beaucoup de réfléchir.
ça s'est fait relativement de soi. Tu sais, quand tu écris une chanson, connecté avec toi-même, tu sais, quand j'ai fait une comédie musicale, les metteurs en scène nous faisaient jouer quand on avait un texte à jouer, parce que dans les comédies musicales, des fois, on a des bouts parlés, puis moi, je n'étais pas un acteur, ils disaient, trouve ton émotion, puis essaye de la connecter avec quelque chose qui te rejoint, toi, qui vient d'une vraie émotion. Ben, en chanson, on le fait peut-être pas de façon consciente, mais à un moment donné, on écrit une chanson, puis on sent que, mon Dieu, on a envie de pleurer, puis ça nous vient, ça brasse dans le ventre. Ben, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'y penser bien, bien, parce que ce qui sort, ça peut pas être cliché. Ça peut pas être faux, ça peut pas être des mots empruntés, parce que c'est tellement vrai. Donc, tu sais, cette tristesse-là par rapport à l'Alzheimer, par rapport à ce que je ressentais, par rapport à tout ça, ben, c'est venu comme ça, tu sais. Mais je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben justement, ce texte-là, c'est loin des clichés, c'est loin de ce qu'on a déjà entendu. Tu as trouvé plein de gens qui ont des proches qui souffrent d'Alzheimer qui disent, c'est incroyable comment tu as trouvé la façon de mettre des mots sur une maladie tellement dure, tellement difficile à expliquer et ne pas tomber dans ce qui est facile ou les clichés. Puis honnêtement, je serai là, je pense, je dis que ma chanson Veux-tu faire ta vie avec moi, qui est ma grosse chanson d'amour, c'est ma plus belle chanson d'amour que j'ai jamais écrite. Ben, je serai là, c'est ma plus belle chanson d'amour, la plus belle chanson, la plus touchante que j'ai écrite de toute ma carrière. Il n'y a pas une chanson plus touchante, plus vraie que cette chanson-là sur mes 8 albums. Fait que je te dirais que c'est deux. Sur cet album-là, il y a deux de mes chansons préférées. Sinon, je te dirais que T'es ma femme, t'es la plus belle et Je l'ai jamais dit à personne, qui sont mes deux classiques à vie. C'est peut-être mes deux préférés. Avant cet album-là, c'était mes deux préférés, mais ces deux nouvelles-là dont je te parle viennent clore le top 3, top 4, peut-être tout à égalité là, de mes chansons préférées. Et justement, la chanson Je serai là, oui, ça parle d'Alzheimer, mais on peut aussi la transposer au contexte pandémique qu'on vit. Ça, est-ce que ça t'aide, parce que justement, cette chanson-là est très personnelle pour toi, est-ce que le fait que le public a plusieurs interprétations différentes t'aide à te détacher de la chanson, à te dire que des fois, elle ne va pas t'appartenir? En fait, il y a deux points là-dedans. C'est que la chanson, une fois que tu l'as écrite, elle ne t'appartient plus. C'est la beauté de la chose. Les gens peuvent l'interpréter, la prendre de la manière qu'ils veulent. J'avais écrit une chanson sur le deuil périnatal qui s'appelait Ma promesse, mais qui n'était pas dans le texte très. C'était pas clair et précis que ça parlait d'un enfant. Donc les gens se l'ont approprié beaucoup pour le deuil. Ça a joué dans beaucoup de funérailles quand les gens ont perdu un être cher, sans être nécessairement un enfant. Donc à ce moment-là, c'est le fun parce que la chanson, les gens se l'approprient vraiment. Maintenant, est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que ça m'aide? Je te dirais que peut-être dans le cas d'une chanson comme Je serai là, c'est impossible de me dissocier de l'émotion. Donc c'est peut-être la seule chanson dans ma vie que quand je la chante, au lieu de me mettre dans l'émotion, si des fois je vais être capable de la chanter et de la rendre jusqu'au bout, c'est l'inverse. T'as tout compris? Il faut quasiment que je m'en détache. Parce que c'est une chanson qui pourrait facilement me mettre les larmes aux yeux et me faire casser la voix presque toutes les fois que je l'interprète. J'ai besoin de faire aucun effort quand je joue cette chanson-là pour me mettre dans l'émotion. Ça se fait comme ça. Alors que dans la plupart des chansons que j'avais écrites, par contre, par exemple, J'en veux pas de ton paradis, qui est un homme, un père de famille avec deux jeunes enfants qui apprend qu'il a le cancer et qui va décéder. Mais c'est sûr, quand je la joue, je la chante un peu, je l'interprète comme un comédien parce que je ne suis pas père de famille, j'ai pas eu le cancer. Mais dans ce cas-ci, celle-là est vraiment, vraiment, c'est la seule qui m'a fait ça dans presque toute ma vie. Je dirais peut-être les femmes que j'ai aimées, que j'avais écrites suite à une rupture, que j'avais lancée l'année suivante d'une grosse rupture, que là, quand je la chantais, puis que je m'adressais aux femmes que j'avais aimées, puis je faisais un mea culpa, pourquoi je n'étais pas capable d'avoir une relation qui durait, ou peut-être c'était de ma faute, ou j'aimais pas de la bonne façon, ou pas correctement. Celle-là, je la chantais avec beaucoup d'émotion, mais pas comme l'autre. Là, justement, en spectacle, tu l'interprètes un peu pour pas flancher, c'est ça, tu dois comme te déconnecter de ton émotion. Mais est-ce que tu prends plaisir à la chanter quand même? Ouais, c'est un plaisir un peu qui peut rapprocher, bon, mettons par exemple, si on parle de la nostalgie, tu sais. Dans la nostalgie, il y a un brin de tristesse, des fois, quand on reparle on repense à certaines émotions à des époques, il y a une mélancolie, ou peut-être plus la mélancolie. Tu sais, faudrait que je vois l'étymologie précise de ces mots-là, mais tu sais, il y a un sentiment de complaisance, de bonheur, de tranquillité, de paix, sérénité, qui peut être proche de la tristesse parfois. Parce que, tu sais, dans la vie, c'est inévitable, on va tous vivre des épreuves, des drames, puis on peut rien y faire. Il n'y a personne, je ne sais pas si tu en connais, tu me le diras, mais il n'y a personne qui passe à travers une vie sans épreuve, sans drame, ça fait partie de la vie. Tu as des jours de pluie puis des jours de soleil, tu apprends de la lumière, une part d'ombre pour avoir une part de lumière, c'est inévitable. Du moment où tu as compris ça et tu l'as accepté, après ça,
tout ce que tu peux contrôler, on en parlait pour les radios à un niveau moins philosophique, mais tout ce que tu peux contrôler, c'est ta façon de réagir face aux événements et aux choses qui t'arrivent. Donc, à ce moment-là, je veux dire, tu l'acceptes, qu'est-ce qui arrive, puis tu tires le meilleur de ça. Fait que c'est. Écoute, c'est sûr que c'est des grandes questions philosophiques là, aujourd'hui dans lesquelles je me lance, mais c'est intéressant quand même notre discussion. Hein? On est rendu loin dans notre discussion. Donc, en spectacle, tu te sens des fois comme obligé de la faire parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont l'attendre parce que ça leur fait du bien, que ça leur réconforte. Est-ce que toi, des fois, ça te fait mal? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours une tristesse, puis tu essaies de ne pas aller trop loin dans cette tristesse-là, parce que c'est un peu comme avoir à vivre avec l'Alzheimer quand ça fait partie de ta vie. Tu peux pas, ça serait facile de se rendre malheureux à tous les jours de sa vie. À un moment donné, il faut que tu apprennes à vivre avec la tristesse, il faut que tu apprennes à vivre avec, je dirais, une certaine douleur. La douleur physique ou la douleur émotionnelle, elle existe, elle est là, mais la souffrance, c'est autre chose. La souffrance, c'est mental. Quand tu as mal un jour, ben, tu as mal émotivement ou tu l'accueilles, la douleur émotive. Tu fais, bon, ben, hey, là, ça fait mal, tu n'as pas le choix de vivre avec, tu peux pas la nier. Mais tu ne te rends pas jusqu'à la souffrance. Tu comprends ce que je veux dire, la différence? Donc, tu la chantes, la chanson, elle peut t'amener une certaine tristesse, mais je pense qu'en même temps, les larmes servent à quelque chose. La tristesse sert à évacuer, Puis évacuer, ça fait du bien, puis je pense qu'elle fait du bien aux gens, pour les gens, là, quand ils ont cette émotion refoulée-là en dedans, il faut que ça sorte. C'est pour ça aussi qu'on fait de la méditation. L'exemple que je donne souvent pour ça, c'est comme, je sais pas, le recyclage ou les poubelles. Tu sais, qu'à un moment donné, tu as plein d'émotions qui sont négatives ou difficiles. Ben, c'est comme remplir ton bac de recyclage ou ta poubelle. Ben, à un moment donné, si t'es empiles, puis t'es empiles, puis t'es empiles, ben, à un moment donné, à force de peser dessus, tu peux finir par en rentrer encore plus. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, à un moment donné, il faut faire le vide, il faut faire le ménage. Je pense que la musique sert à ça, à faire sortir les émotions. Pourquoi ça fait autant de bien quand on écoute une chanson triste? Ben, on laisse sortir quelque chose, on laisse sortir une émotion. Quand on fait de la méditation, puis qu'on calme son esprit, puis tu sais, je veux dire, l'esprit humain produit 60 000 pensées par jour. Mais à un moment donné, là, ça en fait du stock. Là. Il faut laisser sortir des pensées puis des émotions pour être capable d'en accueillir d'autres et d'en accueillir des positives. Vraiment. Et finalement, tu en as un petit peu parlé pendant l'entrevue, à tous les mercredis à 20h, sur ta plateforme web, tu fais un spectacle live. Comment tu décides du choix des chansons pour pas qu'à chaque semaine, ça devienne redondant pour ceux qui regardent? Ben dans mon cas, ça se fait assez bien parce que j'ai 8 albums puis j'ai presque 90 chansons. Fait que, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en temps de pandémie, ça m'a permis de plonger dans mon répertoire beaucoup plus vieux. Il y a des chansons, écoute, que je me souviens ni des paroles ni des accords. Là, il y a des chansons que les gens m'ont demandé qu'il a fallu que je réapprenne complètement de A à Z. Fait que je puise dans les plus vieilles chansons. Je trouve ça extraordinaire parce qu'une période où j'ai presque pas de show, comme la plupart des artistes, à part quelques très rares privilégiés là, qui en font ces temps-ci, ça me garde actif. À tous les mercredis, il faut que je fasse, comme tu disais, un show complètement différent. Fait qu'il faut que je puise dans mes chansons, ça m'oblige à être sur mon piano et ma guitare 2, 3, 4 jours semaine pour pratiquer, pour réinventer des choses. Ça me garde actif, puis je me suis rendu compte que j'ai jamais autant joué de musique que depuis le début de la pandémie. C'est fou, là. Avec les shows à toutes les semaines ou tout ça, ben j'en joue, et je suis en train de m'améliorer à la guitare. Je me sens plus, comment je te dirais, plus meilleur sur une guitare, plus solide que je l'ai jamais été parce que je suis toujours en train de jouer de la musique pour préparer des nouvelles chansons. Donc, ça a eu ça de bien. Fait que je prépare toujours des nouvelles chansons et je vais dans des concepts. Alors, à un moment donné, je fais Le Pont. Donc là, je fais l'intégrale de l'album Le Pont qui dure à peu près 50 minutes. Après ça, je vais faire un concept de demande spéciale où là, je demande les demandes spéciales, puis là, je m'inspire de toutes leurs réponses. Après ça, je vais faire le show latino où là, ça va être le show latin. Après ça, je vais faire probablement dans quelques semaines un piano bar où là, ça va être juste, je m'installe au piano, je fais mes chansons, mais aussi des covers des Beatles, de Billy Joel, de Richard Desjardins, de Jean-Pierre Ferland. Donc, ça m'amène complètement ailleurs aussi. À un certain moment, le mois de juin, je vais probablement faire un show de Saint-Jean-Baptiste. Donc, peut-être qu'à un moment donné, pour une semaine, je ferai peut-être juste des grands covers. Là. Mais je fais pas beaucoup de covers, je fais plus mon répertoire. Mais je dirais, je mélangerai peut-être un show de Saint-Jean avec mes chansons les plus festives que je fais pas beaucoup. Donc, c'est ça, ça me permet vraiment d'aller dans toutes sortes de directions. Fait que même pour moi, c'est le fun comme artiste pas de me réinventer, mais de faire un show complètement, de devoir monter un show complètement différent toutes les semaines. Bien, merci beaucoup, Étienne. C'était super intéressant. Et on rappelle que ton livre Faire le choix du bonheur et ton album Le Pont est disponible partout en magasin et en ligne. Partout en ligne et pour les mercredis musique, ben, c'est le même fonctionnement. Les gens peuvent prendre un abonnement mensuel à 9,99 et ils ont accès à des choix tous les mercredis soirs avec l'abonnement mensuel. Puis sur etiennedrapeau.ca, ben, c'est moi qui prends vos commandes, puis qui répond, puis qui vous dédicace vos livres et vos albums. Merci beaucoup. Merci à toi.